Alors, est-ce qu'il y a d'abord dans l'audience une première question? Allez-y. Ma question est pour Look & Fin, si je prononce bien. Donc, on a vu les différents profils d'investissement avec les plus risqués allant jusqu'à un retour de 11%. Mais moi, je me demande du coup, comme c'est des grosses entreprises qui ont un gros chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, je me dis, si elles empruntent 200 000 à 300 000 euros, j'ai du mal à m'imaginer que dans les 5 ans, elles vont faire faillite et elles ne vont pas pouvoir rembourser leurs dettes. Donc, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le risque, en fait? Voilà, c'est ça ma question. Donc le risque, il est inclus dans les statistiques que je vous ai présentées. Ça inclut les défauts que nous avons eus sur notre portefeuille. Dit autrement, le taux de défaut de la plateforme aujourd'hui, il est de l'ordre de 1% en termes de montant. Voilà. Mais ça reste du capital risqué. Et par contre, ce que vous dites est vrai. Les entreprises, ce ne sont pas des start-up. Donc, la probabilité, on dit souvent que sur les start-up, je n'ai plus les probabilités exactes en tête, mais qu'une grande majorité d'entre elles vont faire faillite les 3 premières années. On n'est pas sur ces problématiques-là. Ce sont des entreprises qui ont un historique commercial, qui existent depuis longtemps, qui ont un chiffre d'affaires, des clients, une base de clients installée, etc. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont des petites PME ou des PME, des petites entreprises en comparaison aux entreprises qui sont cotées sur le Bel 20, le CAC 40 ou que sais-je. Et donc, il n'est pas impossible que malgré ces chiffres d'affaires qui peuvent vous paraître importants, significatifs, ce n'est pas pour autant que le risque est de zéro. Exemple, on a financé une entreprise il y a un peu plus d'1 an maintenant, très saine, avec un actionnariat très professionnel, avec un donc c'est une entreprise qui est acteur sur le marché du jouet, avec comme actionnaire l'un des principaux acteurs du jouet anglais. Voilà, l'entreprise, 12 mois plus tard, est passée par une procédure de réorganisation judiciaire, donc réorganisation des dettes, etc., et n'a finalement pas survécu. Cette semaine, on a annoncé la liquidation de Toys R Us, qui est un des principaux acteurs sur le marché du jouet aux États-Unis. C'est une industrie qui va mal, même les gros tombent. Et donc voilà un exemple type d'entreprise qui, malgré ses 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour dire quelque chose, a connu des difficultés. Donc voilà. Ça reste un placement risqué. Peut-être avant de prendre une autre question, moi je suis toujours très admiratif devant les entrepreneurs, les fintech. Je voudrais d'abord m'adresser à eux. Et une question qui me vient presque naturellement, c'est le pourquoi. Pourquoi vous êtes lancé? Donnez le goût à tous ces jeunes de se lancer. Je dois être honnête? Oui. Bien sûr. Eh bien, en réalité, c'est parti d'un problème familial. Donc, je voyais les banquiers privés de ma famille, comment l'argent familial était traité, qu'est-ce qu'on racontait tous les 3 mois lorsqu'on allait voir le banquier privé, et la façon, pourquoi les performances qui avaient été livrées étaient ces performances-là, et pourquoi il allait battre le marché, pourquoi il justifiait des frais de 1,5% par an. Et je trouvais ça exagéré. Je ne croyais juste pas à la théorie des investissements qu'on me racontait, ou du moins c'était complètement en porte-à-faux à ce que j'ai appris à Harvard, qui est quand même un centre de la finance assez renommé dans le monde, et donc tous mes professeurs me racontaient quelque chose de différent. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de différent, qui soit moins cher, et qui soit avec une stratégie d'investissement qui soit en accord avec le monde académique. Ok, très bien. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé ? Alors moi, je suis parti aussi d'un certain nombre de constats, finalement. Je pense que c'est toujours ça le lien commun entre les différentes aventures entrepreneuriales. Avant de lancer Look & Fin, je travaillais pour des fonds d'investissement qui investissaient en capital dans des entreprises, et plutôt dans des startups d'ailleurs, innovantes, avec cette logique dont je vous parlais tout à l'heure, comme des business angels, mais des fonds structurés. Et j'ai observé, et alors à côté de ça, j'occupais également un poste d'administrateur dans un réseau de business angels qui s'appelle B-Angel. Et donc, j'ai fait 2 constats. J'ai d'une part observé qu'il y avait énormément de candidats en termes d'entreprises à la recherche de financement, énormément de candidats et très peu d'élus.
Typiquement, on voyait plus de 100 entreprises pour les fonds avec lesquels je travaillais, plus de 100 entreprises par an, et on prenait maximum en moyenne 1 à 1,5 participations, donc entreprises financées par an. Je me suis dit, là, enfin, c'est très particulier, hein, c'est l'industrie du venture capital, mais beaucoup de candidats, peu d'élus. Et l'autre constat du côté business angel, je me suis rendu compte que là où le business angel avant investissait plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros dans une entreprise, après 2008, le profil du type du business angel s'est démocratisé. Les gens employés d'un grand groupe, des 10, 20 000 euros, voulaient jouer le business angel, entre guillemets, n'avaient pas un carnet d'adresses ou une expertise particulière à apporter, mais ils voulaient diversifier ses placements dans ce type de sous-jacent. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une question dans l'Assemblée? Sinon, je vais continuer. Alors, je vais poser une question vers le représentant du monde financier, vers le banquier. Et je vais lui dire, comment est-ce que vous voyez ces fintechs? C'est quoi votre perception? Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Si vous travaillez avec eux. Oui, bien évidemment. Comme indiqué pendant la présentation, on n'a pas mis des noms sur le slide vu que c'est quand même une présentation publique et on est ouvert en discutant face à face avec ceux d'entre vous qui est plus intéressés dans notre collaboration actuelle. En fait, on a pas mal de collaborations, partenariats hyper constructifs. Souvent, on a des idées, mais eux, je dirais, le fintech, comme la plupart de vous connaissent le fintech. Ils ont des idées qui sont peut-être qui commencent plus du point de vue technologique, et souvent, nous, on commence plus du point de vue client, et souvent, on découvre des idées qu'on n'avait même pas jamais cru qui étaient faisables pour l'instant, et ça donne des synergies constructives. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe bien et qu'est-ce qui se passe moins bien quand vous travaillez avec des fintechs? De votre expérience, quels sont les côtés positifs et les côtés un peu compliqués? Les côtés positifs, pour être très honnête, la plupart sont hyper étonnés du fait que, comme je viens d'indiquer dans la présentation, qu'on n'est pas si loin de leur façon de travailler. On est pragmatique, on est efficace, on est quand même assez petit dans ce monde financier. Alors ça passe très bien. De l'autre côté, le fait que, je crois peut-être dans l'enthousiasme de FinTech, on oublie peut-être parfois qu'une petite partie de la chaîne, c'est pas le chien entier. Ça veut dire qu'une petite idée qui semble géniale doit quand même couvrir un besoin complet d'un client. Alors souvent, les solutions qu'on voit sont hyper fragmentées et qui sont souvent des petits morceaux dans une chaîne complète qu'on doit couvrir. Ça, c'est peut-être la seule chose dans un monde idéal qui crée quand même un peu de friction entre la vision d'un monde idéal que quelqu'un des entrepreneurs ont et la vérité qu'on doit vivre comme une institution financière. Voilà. Très bien. N'hésitez pas, vous levez votre main. Ah, je vois, il y a une question au fond là peut-être. Excusez-moi, je reviendrai à vous après. Bonsoir, moi j'ai une question pour Monsieur Rémy, EasyVest. Oui. Vous avez dit que vous travaillez avec des banques traditionnelles. Est-ce que vous pouvez dire avec lesquelles vous travaillez? Pourquoi? Oui, donc dans le monde bancaire, on travaille avec une société qui s'appelle Leleu Associated Brokers, qui est historiquement le plus grand agent de change indépendant du pays, mais qui est également un fournisseur de services pour des institutions financières comme nous, et qui permet de faire des transactions boursières et d'assurer la sécurité de vos avoirs et d'ouvrir des comptes. Par exemple, et ce n'est pas un secret, si vous faites des transactions boursières chez AXA Bank, derrière, il n'y a que juste le site internet d'AXA Bank. Derrière, c'est Leleu qui gère tout le transactionnel et la sécurité. Donc là, on a fait appel à eux pour ce métier-là, pour passer nos transactions, pour assurer la sécurité des avoirs de nos clients, parce qu'on pense que c'est une certaine commoditisation et nous, on n'a pas vocation à se lancer dans cette partie du service-là. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir une super stratégie d'investissement et un super service client. Et on veut se limiter à ça. La deuxième raison pour laquelle on fait appel à des institutions tierces, c'est pour tout ce qui est agrément. Donc on en a parlé,
C'est extrêmement difficile de rentrer sur le marché lorsqu'on est une start-up. On doit montrer réellement patte blanche à la commission bancaire et à l'autorité des marchés financiers. Et une façon de s'insérer dans le marché est de trouver des acteurs qui, eux, sont bien établis et qui acceptent de vous prêter une partie de leur agrément. C'est-à-dire, quelque part, de supporter une partie du risque. C'est-à-dire, par exemple, avec le LE, c'est la protection des avoirs de nos clients. Donc, si on devait mettre l'argent de nos clients sur nos comptes en banque, mais on devrait avoir des agréments de type, comme eux, société de bourse ou bancaire. Et ça, c'est extrêmement coûteux à obtenir. Il faut mettre des équipes de compliance. Avant de commencer, pour nous, l'agrément le plus light qu'on aurait pu avoir pour opérer seul, on commençait avec une facture de l'ordre de 400 000 € en tant que start-up. Donc juste de coûts fixes pour engager une équipe de compliance, mettre les fonds nécessaires auprès de la Banque nationale pour prouver qu'on était solvable. Et avec ça, on n'a encore rien. On a juste la compliance, on a juste un morceau de papier qui dit qu'on peut donner des conseils en investissement et gérer des portefeuilles pour le public belge. Il n'y a pas encore d'infrastructure informatique, il n'y a encore rien du tout. Et donc on a dû trouver notre chemin durant 2-3 ans pour trouver ce partenaire dans le domaine bancaire qui puisse assurer une partie de ce risque. Et puis dans le domaine assurantiel, c'est avec d'autres, c'est avec une société d'assurance qui s'appelle Securex, qui est surtout connue pour son secrétariat social et qui, elle, assure le risque assurance-vie pour nos polices assurance-vie. Et c'est pour les mêmes raisons qu'on fait appel à eux. Très bien, merci. Il y avait une autre question ? Merci. Vous avez présenté un schéma sur le futur de la banque. Monsieur Franck aussi, vous aviez le même schéma. Et je voulais savoir, du point de vue des banquiers et des fintechs, où ils se plaçaient et s'ils étaient d'accord sur le futur de la banque dans ce schéma. Oh là là, question bien complexe. Qui veut répondre ? Je veux bien répondre dans le meilleur français possible. Honnêtement, il y a plusieurs scénarios qui sont assez réalistes, mais l'expérience que j'ai pour l'instant des dernières 3 années en cherchant une solution dans un monde idéal, de nouveau, collaboration entre des idées géniales souvent, des technologies qui changent chaque jour et les obligations dans l'écosystème financier qu'on doit travailler. Pour l'instant, je vois qu'une solution, c'est des synergies. Pour être très honnête, notre concurrent principal ne sont pas les autres banques, comme déjà indiqué. Ce sont vraiment ceux qui sont très loin au niveau de la technologie et qui ont déjà la licence bancaire, mais qui manquent pas mal d'autres choses. Alors, notre ambition, c'est créer des synergies et travailler dans un monde constructif. Et ne pas dire que ça c'est mauvais et ça c'est pas idéal, mais de voir comment est-ce qu'on peut agréger toutes les idées et créer quelque chose, de contribution positive, soit pour le client, soit pour tout le monde. Alors c'est le modèle des synergies. Ok, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner peut-être la vue des fintechs sur le futur, bien sûr. Alors moi, sur les 3, 4, 5 étapes, enfin possibilités, scénarios possibles qui ont été présentés dans le slide en début de soirée, ma lecture, alors c'est très difficile à dire, bien entendu, c'est best guess en quelque sorte, mais ma lecture, c'est que les étapes en fait vont être progressives. Nous, on observe déjà sur le marché aujourd'hui l'étape numéro 3, c'est-à-dire des échanges avec des banques via API ou des choses comme ça. Nous, on a également signé un partenariat avec l'une des principales banques retail de Belgique. Et on sent que la banque est demandeuse de voir comment on travaille, voir comment est-ce que ça peut répondre aux besoins de leurs clients, dans quelle mesure c'est complémentaire. Parce que tout à l'heure, je disais supprimer la banque de l'équation, mais du point de vue de l'emprunteur, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas Look & Fin ou la banque. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, c'est Look & Fin et la banque. Ça peut être bundlé dans une offre commune. Donc ça, c'est ce qu'on observe déjà, nous, à notre petite échelle. Ensuite, la Better Bank, le scénario 1, je crains que ce soit aussi une réalité après que les banques aient compris
comment est-ce que l'information s'échangeait, l'intérêt de ce type de positionnement, d'approche, d'offres, etc. L'acquisition de FinTech par les banques est déjà une réalité. Sur le slide que vous présentiez, il y avait Gambit, une société spin-off de Liège, acquise par BNP. En France, sur notre secteur, on a déjà d'abord des concentrations, des plateformes qui s'acquièrent l'une l'autre pour avoir une taille critique, mais on a la Banque Postale qui a fait l'acquisition, un acteur traditionnel public en France, qui a fait l'acquisition d'une autre plateforme. On a des asset managers, mais des fonds qui gèrent des milliards et des milliards d'euros, qui ont fait l'acquisition d'une plateforme il y a moins d'1 an maintenant sur le marché français. Donc il y a déjà là également une concentration qu'on peut observer. Okay, merci. Peut-être juste avant qu'on passe à la question, moi je voudrais, quelle est la vue un peu du monde politique sur le futur de ces fintechs et comment est-ce que vous voyez ça? Bon, c'est difficile. Je partage un peu l'opinion personnellement que beaucoup de fintech, c'est front office. C'est le lien avec les clients. Il y a du software là-dedans qu'on peut en fait copier. Et ça, c'est le risque que en fait, les grandes banques vont juste reprendre les fintech. D'autre part, du côté policy, on veut stimuler les sources de finances alternatives, comme le crowdfunding, etc. Et on veut aussi stimuler la concurrence. On voit les banques se plaignent beaucoup des taxes bancaires en Belgique, qui sont, si j'ai bien compris, les plus hauts en Europe. Mais les banques sont aussi les plus rentables en Europe. Alors c'est là aussi qu'on croit que bon, il faut continuer à stimuler la concurrence, la compétitivité dans le secteur. C'est bien pour le secteur, pour la transformation du secteur. Et pour stimuler la concurrence, la compétitivité, il faut avoir des nouvelles forces qui entrent le marché. C'est pour ça qu'on prend des initiatives aussi, parce qu'on s'est vu il y a 2-3 ans, quand Look & Fin s'est présenté aux banques nationales. En fait, on ne comprenait pas très bien ce qui s'est passé, on ne comprenait pas le modèle. Est-ce que c'est la responsabilité de la Banque nationale ou de l'FSMA? On a joué un peu le yo-yo avec vous quelquefois. Voilà, hein, c'était difficile. Depuis lors, on a évolué et maintenant on a un point de contact central pour tout ce qui est fintech pour un peu stimuler l'entrée dans le marché. Alors, ma crainte est que la réalité va être qu'on va les big banks qui vont reprendre tout. J'espère que ça va être autrement. Très bien. Maintenant, on passe à la question. J'aimerais également revenir sur le graphe de M. Tom Frank en slide 3, si je ne m'abuse, donc concernant les technologies émergentes et notamment sur cette courbe de Gartner. Ma question est la suivante. Qu'en est-il de cette phase descendante dans le graphe? Est-ce que les fintech et le régulateur se préparent à cette phase en question? Bon, je ne veux pas paraître pessimiste, bien au contraire, mais j'ai le sentiment que le régulateur tend à plus baliser cette phase ascendante et non cette phase descendante. Donc est-ce qu'elle est anticipée d'une certaine manière, bien que ce graphe reste relativement, voilà, c'est une représentation graphique et théorique, mais j'aimerais bien savoir à ce niveau-là. Comme superviseur, et comme gouvernement, on est très lent, on attend. On a dit, OK, on est technologie neutrale. Je pense que DN a dit, oui, on est une des premières banques qui sont sur le cloud. Le cloud, c'est une des technologies qui existe déjà depuis longtemps. On est tout probablement sur le cloud, sur notre Gmail, etc. Les banques, ça a pris beaucoup de temps avant que le superviseur a accepté qu'une banque fasse sur le cloud. Et les tests étaient énormes. Je me souviens, on a eu plein de discussions avec KBC, je pense qu'il était aussi un des premiers qui ont... La deuxième, DN était le premier. Je ne sais pas si ça... Ouais, OK. Ah, voilà. KBC était le premier. Moi, j'ai travaillé sur le dossier KBC. On avait plein de soucis et en fait, on a attendu un peu la phase descendante. Avec le blockchain, c'est la même chose. À la banque, on parle déjà depuis 3 ans. On a un groupe de travail qui regarde le blockchain, qui étudie les choses, qui fait des proof of concepts, etc. Alors, ce n'est pas qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On investit là-dedans, mais on ne va pas accepter trop que les banques commencent à
jouer trop avec ça. On veut d'abord être convaincu qu'on comprend la technologie, qu'on comprend le risque, que les banques prennent toutes les mesures possibles, même avec le crowdfunding. On veut d'abord connaître la bête et puis on va réguler. Alors, on espère toujours que ça a un peu descendu et puis dès que ça montre vraiment sa valeur ajoutée, on va l'accepter. Et ça, c'est un peu la concurrence entre pays, où tu as des pays qui vont à l'avant. Hein, c'est comme le Luxembourg. La Suisse, maintenant, en cryptocurrency, en Suisse, ils acceptent tout. La Belgique est un peu plus lentement. Hein, les développements vont un peu plus lentement. Les marchés sont moins développés. C'est plus sûr, hein, il y a plus de sécurité, mais on rate aussi l'innovation et les entreprises émergentes. Et ça, c'est une chose à balancer. Est-ce qu'il y a encore une question dans l'Assemblée? Voilà. Oui, une double question pour le représentant de Look & Fin. La première est est très pratique. Vous aviez dit que l'idée, c'est de se passer de la banque. Puis dans les questions, vous avez dit finalement pas tout à fait. Est-ce que vous avez des retours d'expérience où des sociétés qui ont fait appel à vos services ont gagné d'une certaine manière en crédibilité auprès des banques et ont donc obtenu des financements auprès des banques qu'elles n'auraient pas eu précédemment? Et la deuxième question est peut-être un peu plus anecdotique. Vous avez dit que les financements arrivent en 4 minutes. Moi, effectivement, je suis déjà allé voir sur votre plateforme. Et au moment où j'arrive, c'est fini. Tout a déjà été financé. Alors, comment est-ce que vous gérez les mécontents de ce type-là? C'est une très bonne question. Sur la première question, donc, quand je donne cette image, on supprime la banque de l'équation, c'est pour bien expliquer les fondamentaux, finalement. C'est de permettre aux particuliers... Le métier de la banque, ce n'est rien d'autre que récolter des dépôts et replacer ces dépôts et marger, c'est-à-dire prêter à un taux qui est différent et supérieur au montant, au taux qu'il verse aux épargnants. Et donc, c'est en cela qu'on désintermédie le secteur. Maintenant, pour répondre à votre question, environ 70% des financements que nous structurons le sont en cofinancement avec une banque. Ce qui veut dire, et 100% des dossiers que nous finançons ont une dette bancaire à leur passif, bien évidemment, pour arriver à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on ne développe pas ça sous fonds propres, sauf si on est une biotech et encore. Donc alors pourquoi ce cofinancement? Parce que, je n'ai pas eu l'occasion de le présenter ce soir, mais je vous ai dit qu'il y avait 3 difficultés rencontrées par les PME. 1, la rapidité, donc ça met du temps. 2, c'est difficile de structurer des petits montants, raison pour laquelle on s'est positionné entre 100 000 et 1 million d'euros. Et 3, je n'ai plus abordé ce point-là et expliqué comment on y répondait, c'est la nécessité d'octroyer des garanties pour avoir un financement bancaire. Nous, notre financement, il est non garanti. Donc, par définition, risqué. Et du point de vue de la banque, c'est quoi? Ça s'apparente à des quasi-fonds propres. Typiquement, lorsque vous allez voir votre banque pour une promotion immobilière, qui est un des exemples qui illustre bien ce point que nous finançons, la banque va dire, d'accord, je vous finance 70% du projet, vous allez financer 15% en prévente en vendant sur des plans et 15% en fonds propres. Sur des montants très importants, l'actionnaire ne sait pas mettre les 15%, Look & Fin vient mettre les 15% et permettre cela. Donc plutôt que de restaurer une confiance avec une banque a posteriori, c'est au moment où on finance, on permet le financement bancaire, c'est ce qu'on appelle un levier bancaire. Donc ça, c'était pour votre première question. Je ne sais pas si ça y répond. Sur la deuxième question, sur la frustration, donc en effet, ça a l'air d'être très chouette vu de l'extérieur, mais ça génère beaucoup de frustration. Et le prêteur qui vient, qui n'a pas le temps de cliquer, parce qu'en quelques secondes, le financement est clôturé, il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis il ne vient plus jamais, il ne vient pas voir l'amélioration. Donc on a un certain nombre de clients qui sont frustrés, et donc on adapte l'offre. Donc on a commencé à segmenter l'offre. On était sur une base premier arrivé, premier servi. Donc c'est le premier qui est arrivé avec un eurodatage qui a la place. On est passé de cette offre unique à une offre maintenant premium, où on réserve une partie du financement à une catégorie premium. Et on s'apprête dans les mois qui viennent, avant l'été, à développer une nouvelle offre
qui permettra finalement, qui vous permettra de définir le montant que vous souhaitez prêter. Donc vous direz sur Look & Fin, ok, je veux investir 50 000 € sur les 6 prochains mois, et voilà mes critères d'investissement, et voilà mes critères de diversification, je veux mettre dans autant de projets de tel type, etc. Et vous ne venez plus jamais sur la plateforme. Et nous, on structure le portefeuille pour vous en fonction des critères que vous aurez préalablement remplis, mais sans faire de la gestion discrétionnaire. C'est-à-dire que vous aurez chaque fois une alerte qui, via smartphone, qui vous permettra de confirmer la position, et sinon elle sera donnée à quelqu'un d'autre. J'aimerais bien encore poser une question à notre ami, là. Par rapport justement à ces 4 minutes, à cette frustration qui est générée auprès des utilisateurs. N'avez-vous jamais remarqué d'usage, je ne vais pas qualifier ça d'abusif de la plateforme, mais intelligente, où vous avez des personnes derrière qui développent des bots justement pour être présents et faire face à ce temps réduit de 4 minutes et pour être sûr de ne pas manquer l'offre? Comment est-ce que vous luttez éventuellement contre ça? Je ne sais pas si c'est une possibilité, si vous avez déjà remarqué ce genre d'abus. Non, alors vous voulez dire des utilisateurs ou des personnes au sein de la plateforme? Des utilisateurs de la plateforme qui, pour être certaines de ne pas manquer cette fenêtre de 4 minutes, développent un soft informatique. Non, ils n'ont pas le moyen, pour la bonne et simple raison que sur les offres non premium, on a volontairement limité le montant maximum à, par exemple, 2 500 €. La limite légale sur certaines offres est de 5 000. Nous, on l'a mis volontairement à 2 500 pour laisser un maximum de place à un maximum de personnes. Et donc, vu le délai de souscription, la personne n'a pas le temps de refaire l'initiative et de remettre un deuxième ticket de 2 500 €. On le verrait sinon. Donc non, ça c'est... Peut-être, je vais vous poser une dernière question à chacun d'entre vous. Je vais vous demander de répondre peut-être en 2 phrases. Je vois beaucoup de jeunes ici dans l'Assemblée, peut-être des gens qui pensent à lancer leur entreprise, leur fintech. Alors, peut-être vous en avez créé, peut-être vous travaillez dans le monde bancaire. Donc, mais quels sont les 2 conseils que vous leur donneriez pour créer leur fintech? Je dirais 1, apprenez à coder vous-même. Si vous savez construire vos produits vous-même, ça vous coûtera moins cher sur le long terme. Et 2, armez-vous de patience, parce que le régulatoire, ça prend beaucoup de temps. Très bien, merci. Alors moi j'aurais pour 2 conseils. Le premier, mais ce n'est pas seulement pour les fintech, c'est de très bien s'entourer. Donc si vous n'avez pas le temps d'apprendre à coder, trouvez un codeur qui sera avec vous. Et bien s'entourer, c'est avoir une complémentarité dans l'équipe. C'est aussi être bien entouré et bien fundé, c'est-à-dire avoir des actionnaires, idéalement, qui peuvent, à un moment donné, accompagner la croissance en finançant, parce que c'est vrai que c'est des entreprises qui, plus que d'autres, sont cash intensive au début. Premier conseil. Deuxième conseil, avant même de constituer votre entreprise, votre projet, allez voir le régulateur et entretenez une relation mensuelle. Nous, on échange maintenant depuis 6 ans, quasiment de manière mensuelle, avec notre régulateur aujourd'hui, mais qui n'était pas avant 2017, pour que la confiance s'instaure et qu'ils comprennent ce que vous faites ou ce que vous vous apprêtez à faire. Peut-être vous pouvez donner, vous qui travaillez avec des fintechs, quels sont les 2 conseils que vous pouvez leur donner? Oui. Sois constructif, il n'y a que des opportunités, il n'y a pas de problème. Et sois toujours sage, ceux qui sont peut-être aujourd'hui vos compétiteurs sont demain peut-être vos partenaires. Voilà. Et peut-être le dernier mot à Tom. Quels sont les conseils s'ils veulent créer leur entreprise? Je dirais ni pas seul. Travaille dans un écosystème, cherche des bons partenaires et vas-y, n'aie pas peur, fais-le. Merci Vincent d'avoir joué ce rôle de modérateur de la soirée. Merci à nos orateurs qui ont accepté de relever le défi du Café Numérique Liège. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne. Merci à vous d'être présents ce soir et d'avoir participé à cette soirée. Et puis je vous donne rendez-vous, comme je le disais tout à l'heure, le 18 avril pour le prochain Café Numérique Liège et on parlera d'enseignement et de numérique. Merci à tous et bonne soirée.